Alors, bonjour à tous. Je vais me présenter dans un premier temps. Donc, je suis Victoria Bonnet. Je suis technico-commerciale spécialisée en aménagement et création de sols équestres pour la marque Éco-Écurie, donc qui dépend de la société Éco-Végétale. Donc, on est spécialisé dans tout ce qui est aménagement équestre en général et aussi sur tout ce qui est écurie active. Du coup, je vais laisser Franck, mon collègue pour ce webinaire, se présenter. Alors, bonjour à tous, donc je suis Franck, gérant de la société BMD Horse. Nous, on est spécialisé en tout ce qui est entretien et aménagement de structures équestres. Donc, on fait de tout, de l'aménagement intérieur d'écurie, d'extérieur, de la stabilisation, de la carrière. On est basé en Haute-Savoie et on rayonne surtout sur la région Rhône-Alpes et potentiellement sur toute la France en fonction des projets. Du coup, je vais commencer à partir sur ce webinaire. Je vais être suivie tout le long de la présentation d'un PowerPoint que vous allez suivre avec moi. S'il veut bien fonctionner. Voilà. Donc, pour la présentation, du coup, c'est fait. Ensuite, pour entamer ce webinaire, on va parler d'une étude qui a été réalisée en 2021 avec la société Horse Développement. Qui comprend une base de 13 566 gérants de structures équestres, sur lequel, du coup, on a posé plusieurs questions. Sur toutes ces questions, 30% des répondants sont conscients que stabiliser les sols équestres est important pour le bien-être des chevaux. Et 26% de ces répondants sont conscients également que stabiliser les sols équestres permet de mieux gérer les eaux de pluie. Donc, c'est les deux sujets qu'on va aborder vraiment sur ce webinaire. La stabilisation des sols équestres, pour le coup, on va parler de deux types de stabilisation. Donc, dans un premier temps, les sols de détente, donc tout ce qui va être paddock, chemin d'accès, vraiment les lieux de vie au quotidien de nos chevaux. Donc, selon cette même étude, les problématiques courantes rencontrées sur ces sols de détente sont les flaques, la boue et le gel à 29%. Les sols déformés et instables, donc qui bougent au quotidien au fur et à mesure des saisons, à 18%. Les sols trop profonds à 14% et l'absence d'herbe à 13%. Donc ça pour tout ce qui est partie paddock et pâture. Deuxième type de sol, on va dire, donc tout ce qui est sol de travail, carrière, manège, longe, etc. Toujours basé sur la même étude. Les problématiques rencontrées vont être dans un premier temps la fuite de matière à 19%, donc souvent sur des sols en sable pour le coup, sol poussiéreux à 18%, donc toujours sur des sols en sable, peu importe la granulométrie ou le type de sable, et tout ce qui est gestion de l'eau aussi dans la sol, donc formation de flaque ou du coup de gel à 18%. Pourquoi stabiliser les sols? Juste, hop. Du coup, on a plusieurs points à aborder sur le pourquoi du comment. Dans un premier temps, on va parler d'hygiène et de santé des chevaux. Donc, l'hygiène et santé, on va surtout retrouver sur des chevaux qui vivent dehors ou alors qui vont dehors quotidiennement, sur tout ce qui est gestion de l'humidité dans les sols, boue, etc. La sécurité et le confort des chevaux et des cavaliers. D'éviter en fait de marcher dans 30 cm de boue au quotidien, c'est autant confort et pour vous que pour vos chevaux. L'image auprès des clients, donc pour les structures accueillantes de clients. L'économie dans le temps et la main-d'œuvre. Donc, ça, on parle vraiment d'investissement à un instant T, de pouvoir se projeter sur du long terme sur ces projets. Et économie de main-d'œuvre aussi sur tout ce qui est partie entretien au quotidien. Gestion des eaux pluviales et arrosage raisonné. Donc ça, on va parler, vous verrez dans les slides d'après, de tout ce qui est infiltration ou récupération des eaux de pluie, par exemple. Sol praticable toute l'année. Donc ça vaut autant pour les sols de détente que pour les sols de travail, de pouvoir vraiment être quotidiennement sur ces sols à n'importe quelle saison, que ce soit trop sec ou trop humide. Et le passage d'engins sans ornière. Donc ça, on parle de sollicitation au quotidien, de pouvoir vraiment pratiquer un passage quotidien avec des engins, peu importe, et qu'on soit sur une stabilité sur du long terme. On vous a mis quelques exemples de zones à privilégier. Donc, ce que nous, on rencontre le plus souvent en demande de stabilisation,
Donc, sur les sols et caisses de détente, vous avez les chemins d'accès dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Donc là, vous avez vraiment un avant-après au niveau d'une réalisation. Surtout sur les caisses de détente, on a les zones à fort piétinement, donc abri, râtelier, abreuvoir, entrée de près. On a aussi tout ce qui va être terrasse de box. Là, on parle vraiment de l'extérieur, mais tout ce qui est terrasse de box, les box ouverts sur des petites terrasses stabilisées ou autres. Donc ça, c'est vraiment des zones qui peuvent bouger en fait avec la sollicitation, même uniquement que des chevaux, sans parler d'engins. Donc tout ce qui va être passage d'engin tracteur, donc ça on est toujours sur les chemins d'accès, hein, mais pour montrer vraiment que voilà, ça on connaît tous ces zones-là, chemin d'accès où on peut même plus passer au bout d'un moment en fonction de la saison. On a des systèmes qui sont adaptés au passage d'engins lourds quotidiens, donc ça on en parlera aussi après. Et donc ensuite les zones de travail. Donc là, forcément, carrière ou longe, on a un cours ou manège. Mais les sols extérieurs ont une importance d'autant plus d'avoir une bonne stabilisation et une bonne étude en amont. Les sols intérieurs, du coup, aussi, pour tout ce qui va être confort, bonne répartition des charges, etc. Donc, manège ou marcheur couvert, par exemple, longe couvert aussi ou autre. Donc là, on va rentrer dans les différentes étapes de comment stabiliser ces sols. Peu importe le type de projet, qu'on parle d'une entrée de paddock de 20 mètres carrés à une carrière, il faut passer par plusieurs étapes. La première étape, on va être sur une étude de projet. Donc l'étude de projet, elle va se faire en contactant l'entreprise avec laquelle vous avez envie de travailler pour la stabilisation de ces sols. Préparation du sol et terrassement, qu'on va détailler après dans les slides qui vont suivre. Donc ça, suite à l'étude de projet. L'importance des fondations, donc là, les fondations qu'on va mettre en place justement suite à ce terrassement. Le choix de la dalle de stabilisation, parce qu'il existe différentes dalles à adapter en fonction de son projet. Et le choix de la couche praticable. Donc la couche praticable, ça va être soit la couche de remplissage pour les sols de détente, soit la couche de travail pour les sols de travail. Pour parler de l'étude de projet, constat préalable donc, qui a été fait en amont du projet. Donc, on va étudier plusieurs points pour en arriver du coup à la réalisation du projet. L'importance du fond de forme. Donc, l'importance, on va parler de la tenue du sol naturel. Donc, comment il va se comporter. Est-ce qu'on va être sur un sol instable? En sous-sol, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Donc, est-ce qu'on va être sur un sol argilo-limoneux, sableux, de la terre à 100%, etc. Le drainage aussi naturel du sol. Donc, est-ce que votre sol, naturellement, va drainer, infiltrer les eaux? Donc, on va parler d'un sol perméable. Ou alors, naturellement, va avoir un comportement imperméable et ne va pas laisser s'infiltrer les eaux de pluie. Donc là, on crée forcément une problématique. L'environnement de la zone à stabiliser. Donc ça, en fonction de si on veut faire une zone de vie des chevaux, par exemple un pré ou un paddock paradise ou une écurie active, ça va être des choses à prendre en compte comme le vent, l'exposition au soleil, la végétation, etc. Ou même sur un sol de travail, par exemple une carrière, on va prendre aussi en compte l'exposition au vent, les arbres qu'il y a autour pour l'entretien de la carrière, le racinaire aussi, s'il y a des arbres à proximité, voilà comment ça va se passer en fond de forme. Et si c'est bien sûr une rénovation ou une construction. Donc si on travaille déjà sur de l'existant ou sur du neuf. Donc sur tout ce qui est projet à venir, on va aussi étudier tout ce qui est utilisation intensive ou modérée. Donc là, que ce soit sur sol de détente ou sol de travail aussi. Sol de détente, ça va être plutôt, est-ce qu'on va être sur une zone de vie, par exemple, pour des chevaux à l'année? Est-ce que ça va être juste une zone pour l'hiver ou autre? Passage d'engin lourd ou non, ça va être sur tout ce qui est zone d'accès, chemin d'accès, ou alors raclage et curage mécanique sur les zones de vie des chevaux. Et type de discipline pratiquée, là on va plutôt parler du coup des sols de travail, de la sollicitation en fait qu'on aura sur nos sols de travail en fonction des disciplines et du nombre de chevaux aussi qui vont travailler sur les sols. Donc, comment stabiliser les sols au niveau de la préparation du sol et du terrassement. Et là, je vais laisser Franck, du coup, nous parler de son métier qui est le terrassement de base. Donc, sur comment stabiliser les sols, donc, la préparation du sol et le terrassement sont des parties qui sont très importantes et qui assureront une bonne durée de vie aux produits, aux dalles de stabilisation qu'on posera dessus. Il est très important de calculer les fondations adaptées au projet et de prendre compte des pentes naturelles du terrain
pour une bonne résistance et une bonne évacuation des eaux pluviales. De visualiser les accès de chantier d'un point de vue engin, enfin, pour tout ce qui est livraison et de matériaux, d'engins, de dalles, de tout ça. C'est un des points qui est les plus importants aussi pour pouvoir aborder le chantier sereinement. Prévoir les engins nécessaires et terrasser, décaper le sol existant, niveler et mettre un géotextile anticontaminant de manière à séparer les terres, enfin, le matériau qui est en dessous, des matériaux sains qu'on va apporter au-dessus. Tu peux passer, s'il te plaît. Merci. Alors, l'importance des fondations, c'est ça sera défini en fonction de l'étude et de l'usage et de la discipline des engins. Enfin, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte pour déterminer les fondations, le type de fondation qu'on va mettre en place. Si on est sur des sols qui sont très portants, où on a peu de passage, on peut passer sans fondation ou avec très peu de fondation. Dès qu'on a un peu plus de passage de chevaux et des passages d'engins légers, on va rester sur une fondation minimale, ce qui permettra quand même de limiter les coûts. Et si on a des passages lourds ou un terrain qui est très peu portant, on va faire le choix de passer en fondation standard. Donc, fondation standard, on met 2 couches de gravier, enfin 2 couches de du drainant un peu plus gros, type 20-40 concassé, par exemple, en sous-couche, et une couche de réglage plus fine qui est la même que la fondation minimale. On va passer sur du plus petit gravier, type 8-10, 6-10, de manière à pouvoir faire une couche de réglage sous les dalles. Je laisse reprendre la main. Ouais, ça marche. Et donc, on arrive, une fois que toutes ces fondations ont été étudiées et mises en place, au choix de la dalle de stabilisation. Donc là, moi, je vais vous parler de la dalle EcoRaster avec laquelle on travaille. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de dalles à adapter en fonction de la nature du projet et du sol existant de base. Pourquoi déjà les dalles? Il faut savoir qu'elles ont plusieurs avantages. Les 2 premiers, et c'est vraiment les plus importants, c'est d'amener du drainage et de la portance sur du long terme et surtout en continu. Le drainage, pourquoi? Parce que du coup, la dalle d'elle-même, en fait, permet, avec un matériau de remplissage drainant, d'amener du drainage en continu. Elle permet aussi d'éviter le compactage des sous-couches. Donc, en fonction des fondations que vous allez mettre, vous n'aurez pas en fait de compactage sur le temps qui va se créer, donc pas d'imperméabilisation du sous-sol. La portance, elle se fait grâce à la répartition des charges. Il faut savoir que la dalle de stabilisation EcoRaster est équipée d'un système d'attache qui est breveté et sécurisé. Donc, c'est un système d'attache par le biais de tenons mortaises. Elles se clipsent en fait les unes entre elles. Une fois clipsées, avec le système de sécurité, elles peuvent plus se désolidariser. Donc, c'est ce qui crée une meilleure répartition des charges sur toute la surface et donc une meilleure portance. La souplesse est aussi un point important, surtout sur les sols de travail. Le fait qu'on améliore aussi la répartition des charges par le fait qu'elles soient toutes attachées entre elles, on amène plus de souplesse et d'absorption de choc. On n'a plus d'effet de poinçonnement du pied du cheval à une zone précise, donc c'est ce qui crée cet effet souple. La réduction des fondations, donc comme on a parlé Franck sur la slide d'avant, on adapte en fait. La dalle ne permet pas de ne pas avoir de fondation. On peut, il y a des projets, hein, comme on a cité avant, où on peut travailler sans fondation, mais pour avoir un projet durable et sur du long terme, peu importe quel produit qu'on va poser pour stabiliser, il faut un minimum de préparation de sol. En revanche, elle permet quand même d'économiser par rapport à un terrassement classique. Bien sûr, tout dépend de la nature du sol et du projet, c'est toujours pareil, mais elle permet quand même de réduire les fondations. Réduction de l'entretien dans le sens où on a une plus grande facilité à entretenir en fait les zones stabilisées par le biais de dalles, étant donné qu'on est sur une surface plane et qui se tient en continu. Tout ce qui est ramassage de crottin, que ce soit à la main ou mécanique, on est beaucoup plus facile. Durabilité.
Bah là, vu qu'on parle toujours de planéité sur du long terme, drainage, portance, etc., c'est des projets, une fois qu'ils sont posés, s'ils sont bien posés, la dalle, on a une garantie de 20 ans sur ce produit, le but c'est que ça dure tout aussi longtemps. On n'a pas de rajout de matière à faire, ou alors si on a des projets vraiment sur de la forte pente ou autre, là, pour le coup, peut-être avec des pluies ou autres, des fois il faut prévoir un petit peu de matière à rajouter, mais le but c'est de ne pas y revenir une fois que c'est fait. Et la planéité du sol, bah ça va aussi avec la portance, la répartition des charges, etc. Donc, quelle dalle choisir sur tous les produits de stabilisation qu'on peut retrouver en fonction des projets. L'importance, il y a plusieurs points importants à avoir quand même pour avoir un produit durable. Donc, c'est déjà dans un premier temps la garantie. Donc là, on est sur une dalle qui est garantie 20 ans. On est sur un matériau qui est autodilatant, souple et résistant aux UV. Donc, sur du PEBD, polyéthylène basse densité, là, c'est le cas. Donc, autodilatant, ça veut dire qu'on encaisse les chocs de température. Souple au niveau de tout ce qui est absorption de choc, elles vont encaisser. Résistant aux UV, donc pareil sur la dilatation, au gel aussi et aux urines. Validation voirie poids lourd ou voie pompier. Donc pareil, en fonction des projets, hein, mais on a des systèmes qui sont homologués pour tout ce qui est accès engin lourd ou voie pompier pour tout ce qui est au niveau des homologations dans les créations de centres équestres ou de structures accueillant du public, c'est important. Et donc le système d'attache qui est breveté et sécurisé, comme je vous en ai déjà parlé. Donc au niveau de la stabilisation des sols, on a fait 2 slides au niveau des couches praticables, ce qui est bon et moins bon. Je ne sais pas, Franck, si tu veux faire un petit point là-dessus. Je reprends la main. Sur tout ce qu'il faut éviter en termes de couches praticables dans les dalles de stabilisation, il faut éviter le calcaire parce qu'il ne laissera pas passer l'eau en cas de pluie. Il va nous créer, avec les fils qui sont dans le calcaire, ça va nous créer une zone un peu étanche. Et du coup, l'eau va ruisseler, ne pas s'infiltrer comme elle devrait se faire, ce qui va diminuer la durée de vie de votre sol. La terre va vous créer de la boue, et puis pareil, une fois qu'elle est compacte, vous avez très peu de drainage, elle apporte très très peu de drainage. Et le gravier, le concassé grossier a tendance à ne pas tenir dans les dalles, à ressortir un peu des dalles et peut-être dangereux pour les chevaux. Donc tout ça, c'est des matières qui sont à éviter en couche praticable. On va vous montrer ce qui est meilleur à mettre. Le plus fréquemment possible, on remplit en sable ou en fibre. Sable type sable un peu concassé ou sable roulé, plutôt concassé de préférence. On peut remplir en géotextile, en concassé, des sables drainants, mais vraiment en petite granulométrie. Substrat, ça c'est dans le cas des dalles qu'on végétalise, ou en broyat forestier. Ouais, là, pour le coup, on avait vraiment fait une slide où on essayait de regrouper tous les types de remplissage. Sable et fibre, la première, c'était plus pour tout ce qui était sol de travail. Donc là, on parlait plus des micro-sables, fibrés ou non, mais ça, pareil, on fera un point un peu plus précis derrière. Le géotextile, c'est tout ce qui est fibres géotextiles recyclées ou copeaux de géotextile maintenant pour faire des sols de travail vraiment 100% géotextile. Et donc après, en effet, les concassés, comme tu les as décrits, pour les zones de détente, quoi. On fait un petit zoom sur ce webinaire sur tout ce qui est gestion de l'eau, parce que c'est un sujet qu'on entend de plus en plus et qu'on va connaître de plus en plus dans les mois et les années à venir. Pour faire un petit récap, il tourne environ 500 milliards de mètres cubes d'eau chaque année en France. Sur les 95 départements, 76 sont concernés par au moins un arrêté préfectoral en vigueur au 11 août 2020. Donc là, c'est d'anciennes dates, entre guillemets, parce que c'est des chiffres qui ont été arrêtés. Mais cette année, déjà, rien que là, on est quand même au mois de février, bientôt mars. On a déjà 4 départements qui ont un arrêté préfectoral sur des restrictions d'eau. Et donc, on utilise en moyenne 1000 mètres cubes d'eau pour arroser une carrière. Donc ça, c'est juste pour vous parler un petit peu en chiffres, pour que vous puissiez un peu projeter par rapport à la contrainte qu'on a aujourd'hui par rapport aux restrictions d'eau. Donc, la gestion de l'eau, il faut savoir que chez Ecoécurie, donc chez Eco-Végétal,
Le métier de base que l'on gère, c'est la gestion de l'eau à la parcelle. Éco-végétal, donc, gère aussi 2 autres métiers qui sont le parking perméable et la toiture végétalisée, avec donc tout ce qui est gestion de sol équestre et aménagement équestre. Et donc, notre cœur de métier, c'est la gestion de l'eau à la parcelle. Donc, comment nous, on décrit la gestion de l'eau et comment on la gère. Donc, premier point, ça va être infiltrer. Deuxième point, stocker. Troisième point, récupérer et réguler. Et quatrième point, irriguer. Pareil, ces points-là vont s'adapter toujours en fonction de la nature et des besoins par rapport à vos projets. Donc, l'infiltration en premier point, donc on va parler toujours du drainage. Là, avec nos solutions, le drainage va se faire par le biais de la dalle éco-raster, toujours à adapter en fonction de la nature du projet. Le deuxième point, le stockage, donc stockage d'eau en sous-sol. Là, nous, on propose toujours un système de stabilisation par le biais de dalles éco-raster, mais ce sont des dalles à réserve d'eau intégrées, donc qui s'appellent les TR40, ce sont des dalles de 4 cm de hauteur, où là, vous voyez, on a des petites réserves en fait, qui sont intégrées dans les dalles. Donc, la dalle draine toujours l'excédent d'eau et on vient stocker en fait en sous-sol, donc sous votre couche praticable, là on parle sur des sols de travail bien sûr, sous votre couche praticable vient stocker à peu près 4 à 5 litres d'eau au mètre carré sur ce type de dalle. Le but étant que dès l'instant qu'on est sur un bon taux d'humidité, les réserves vont rester pleines. Dès l'instant qu'on va avoir un peu trop d'évaporation et que le sol va sécher, par effet de capillarité, l'humidité va remonter. Le but étant de stocker plus d'eau et de maintenir un bon taux d'humidité dans le sol. Après quelques semaines de sécheresse, malheureusement, on ne peut pas faire de miracle avec ce style de système, mais une dalle à rétention d'eau plus un sable fibré pour créer de la rétention d'eau en plus dans le sable, on arrive à faire quand même quelque chose de plus économique. Troisième point, récupérer et réguler. Donc là, on va parler de tout ce qui est cuves de récupération d'eau, donc les cuves de stockage, peu importe. Cuves. Là, on a différentes cuves avec lesquelles nous, on travaille. Donc les cuves plates, polyester, inox, cuves acier. Donc ça, ce sont des cuves enterrées pour la plupart. Après, il y a d'autres systèmes de cuves qui existent hors sol ou autres. Mais là, on va parler de tout ce qui est récupération des eaux de pluie, donc sur tout ce qui est bâtiment, etc. Pour soit rediriger l'eau vers arrosage, entretien des locaux, etc. Pour les écuries. Après, on a des cuves aussi d'eau potable, entre guillemets, avec un filtrage spécifique pour utiliser l'eau de manière potable. Pardon. Et donc ensuite, le quatrième point, l'irrigation. Donc là, l'irrigation, ça va être l'apport d'eau supplémentaire sur les surfaces généralement de travail. Là, c'est ce dont on va parler. Donc le but avec une bonne irrigation, ce qu'on va rechercher, ça va être l'économie d'eau, l'homogénéité sur vos sols de travail, donc la répartition de l'eau de façon homogène sur toute la surface. Des sols praticables en toute saison. On reste toujours sur, même si là on parle d'apport d'eau parce que c'est le sujet, on cherche toujours à avoir des sols aussi où on gère l'excédent d'eau parce qu'on va aussi connaître le trop et le pas assez, et des sols confortables pour les chevaux. Les différents systèmes d'irrigation qu'on peut rencontrer. Donc, on va avoir la subirrigation, l'irrigation par capillarité, donc l'irrigation en sous-sol, sous votre couche praticable, comme les dalles qu'on a vues tout à l'heure à réserve d'eau, sauf que là, pour le coup, ça va être des systèmes où on va apporter de l'eau, donc une irrigation avec un branchement externe par le sous-sol. On va avoir les arrosages par aspersion, donc tout ce qui est canon d'arrosage en périphérie de carrière, c'est les arrosages qu'on voit fréquemment. Les citernes tractées. Donc les citernes tractées, les grosses citernes qu'on peut voir souvent soit en événementiel ou même sur certaines structures. Ça peut être tout type de citernes. Et donc les brumisateurs sur sol couvert, donc ça va être plus sur les arrosages du manège, les brumisateurs qui sont mis en hauteur. Pour faire un point sur la partie subirrigation, donc là, sur la photo que vous voyez à droite, c'est un système de subirrigation qu'on propose, donc qui s'appelle Hydroground. On est sur une base de tapis de stabilisation en PVC.
avec un système de subirrigation, un tuyau goutte à goutte intégré et encastré dans la dalle, tous les 30 cm environ. Donc c'est toujours un système de stabilisation par le biais de dalle. On est toujours sur un système qui est perméable pour filtrer l'excédent d'eau. Et donc on amène l'irrigation par le sol. On peut faire quelques points sur ce système-là. Donc, on a une économie d'eau d'environ 50% par rapport à d'autres systèmes. Donc, là, on a fait vraiment un point par rapport à l'aspersion, par exemple, donc les canons à eau. Pas d'évaporation, du moins, au niveau des sols, parce que vu qu'on vient arroser par le dessous, on a beaucoup moins d'évaporation sur la couche. Moins de gaspillage du coup. Le gaspillage, on va surtout entendre tout ce qui est aspersion, prise au vent, tout ce qui est aspect climatique. C'est vrai qu'il arrive des fois sur des arrosages extérieurs, sur l'aspersion en canot, qu'on perde un peu d'eau dès qu'il y a une prise au vent ou quoi que ce soit, que l'eau finisse pas forcément sur la carrière, mais peut-être sur l'herbe à côté. Une bonne homogénéité au niveau du sol. Là, on est vraiment sur une couche qui a arrosé sur toute son entièreté et vraiment de façon homogène sur la surface complète. L'utilisation du sol de travail pendant l'arrosage, ça c'est un point aussi qui est important à prendre en compte dans le sens où vous pouvez arroser vos sols et travailler vos chevaux en même temps. Donc sur tout ce qui est carrière au sein de l'événementiel, du concours, etc., c'est quand même un point important. Et donc au niveau de la pose du système, donc c'est toujours pareil, hein, étude en amont, préparation du sol, alimentation en eau, installation et couche praticable. Donc ça, c'est comme pour la pose des autres systèmes, sauf que là, on vient ajouter la subirrigation en plus. Ma slide ne veut pas passer, vas-y. Donc, toujours sur l'irrigation, on a un autre point qu'on est en train d'étudier avec Éco-Écurie, mais qui est déjà sur le marché. C'est tout ce qui est installation de sondes d'humidité dans les sols. Donc pour nous permettre d'avoir des systèmes assez autonomes et donc mesurer le taux d'humidité des sols, optimiser la quantité d'eau apportée, donc se baser sur un pourcentage en fait en fonction de la nature du sol, de la couche de travail, si on est sur un sable neutre, un sable fibré, le comportement du sable par rapport à l'eau, enfin la rétention d'eau, etc. L'économie d'eau et d'argent forcément, et la gestion centralisée et optimale de votre consommation d'eau. Donc là, on sera sur des systèmes en fait, qui vont se gérer de façon assez autonome, et donc vous allez pouvoir vraiment connaître la consommation que vous aurez quotidiennement en fonction de vos besoins. Et donc là, on passe sur un petit point entretien, et je vais laisser Franck en parler. Donc, sur entretien des sols équestres, il faut savoir que c'est pour optimiser la durée de vie de votre sol, c'est quelque chose qui est primordial. Bon, déjà, donc ramasser tout ce qui est matière décomposable, donc les crottins et les feuilles, qui au fur et à mesure de leur décomposition, si vous les laissez, vont finir par polluer votre sable et et du coup, enfin, vraiment vous faire perdre sa performance de départ. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment très attention. Et il y a encore, à mon goût, beaucoup d'écuries où c'est pas assez fait et qui du coup ont des soucis de sable. Avoir un arrosage raisonné parce que, bon, déjà d'un point de vue, comme disait Victoria, tout ce qui est, enfin d'un point de vue économie d'eau, avec les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, mais il faut savoir qu'avoir un sol trop humide n'est pas bon non plus, donc ça va modifier l'amorti de notre sable et c'est vraiment pas bon. Et faire un herçage régulier. Alors c'est pareil, au niveau du herçage, ça ne sert à rien de trop hercer. Vous allez avoir tendance à déformer vos sols. Vaut mieux hercer en fonction de l'utilisation. Alors ça, c'est propre à chaque structure, en fonction de l'utilisation de la surface de travail. On va dire qu'un particulier, ça ne sert à rien qu'il passe une herse tous les jours. Par contre, une structure où il y a 8 heures de travail sur le sol dans la journée, c'est intéressant d'herser un coup. Et nous, on recommande, que ce soit particulier ou professionnel, de réaliser un nivelage, un voire deux nivelages dans l'année, pareil, toujours en fonction de l'utilisation que vous aurez de votre sol.
Le nivelage va vous permettre de garder une couche de sable constante, d'éviter d'avoir des flaques ou des trous dans votre sol de travail. Et, euh, et voilà, d'avoir vraiment toujours un amorti égal, peu importe la zone de votre zone de travail. Ça permet voilà, vraiment d'avoir une couche de sable homogène. Et donc là, on va arriver sur la partie questions-réponses. Je vois qu'il y a pas mal de messages dans la discussion. Lucille, je ne sais pas si tu veux du coup peut-être prendre le relais. Oui, donc j'étais en train de mettre. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Alors, oui, donc dans le chat, on a plusieurs questions. Donc, on a déjà un retour d'expérience concernant donc, la pose de dalle sans faire de fondation, donc j'imagine sans stabiliser le sol de base. Donc, j'en profite pour le formuler sous la forme d'une question. Donc, est-ce que c'est possible de poser donc, des dalles sans faire de travail sur le sol au préalable? Alors oui, en soi c'est possible. Après c'est comme j'ai évoqué pendant le début du PowerPoint, tout dépend en fait de la nature du sol de base en fait avant de poser les dalles. Si on est sur un sol qui se comporte de manière naturelle, avec de la portance et du drainage, oui on peut poser les dalles sans fondation. Enfin il faudra juste quand même prévoir de mettre le sol bien plan. Pas poser les dalles sur un sol complètement déformé. S'il y a de la pente, c'est pas grave, mais quand même prévoir éventuellement un géotextile avant la dalle et le remplissage. Après, il vaut mieux dans tous les cas poser la question avec la société avec laquelle vous voulez travailler pour avoir une étude en amont et être renseigné de la manière la plus précise possible pour pas faire le projet pour rien, quoi. Parce qu'il y a des risques, du coup, si jamais, parce que donc là, la personne en question dans le chat a mis ses propres dalles autour de ses abris. Donc, a priori, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a un risque que Alors, ça oui, bouge ou ça peut témoigner. être... Ouais. Je peux témoigner. C'est Oui. des dalles EcoRaster, hein, donc c'est avec Madame Bonnet que Oui, les ai. bonjour Monsieur Lorimier. Bonjour Madame Bonnet, bonjour Victoria. Oui, donc on a aplani le sol, on a gardé la pente pour le coup, c'est un sol légèrement en pente, ce qui est très bien parce que c'est comme ça guide l'eau pour le coup. Et on a stabilisé avec du géotextile comme Madame Bonnet nous a conseillé de faire. C'est juste un paddock, hein. Il y a pas de sol, c'est pas un sol de travail, hein, c'est un paddock d'abri, donc il y a pas de travail. Donc il y a une pression, enfin une pression douce entre guillemets, hein, les chevaux ils sont pas au galop et à sauter dessus. Et on a mis du géotextile, on a mis les dalles, on a mis un stabilisant, par contre, ça c'est clé. Vraiment que stabilise et avec l'eau, ils deviennent durs un petit peu pour bien éviter qu'ils partent facilement et qu'ils se durcissent. Et franchement, c'est top pratique, quoi. Là, on a plus les chevaux dans la boue. Nous-mêmes, on n'est plus dans la boue. C'est de la praticité astronomique. Et surtout, c'est extrêmement simple à poser, quoi, hein. Franchement, on est sur quelque chose d'extrêmement pratique. Voilà. Donc, petit témoignage réel. Je suis passé par là. On a fait les travaux au mois d'octobre. Et pour le coup, pour l'instant, c'est fantastique, quoi. Voilà. Après, oui, c'est important du coup pour on va dire le moment où vous posez. Si on pose sans fondation, il faut faire attention à pas poser sur un sol trop humide non plus pour avoir une certaine stabilité à la pose. Je pense qu'au mois d'octobre, du coup, Monsieur Lorimier, vous étiez quand même sur une bonne saison pour poser. Je sais pas Ah, trop. ouais, c'est ça. C'était une bonne saison, exactement. Ouais. C'est début octobre, donc c'était pas mal. Voilà, s'il n'y a pas de fondation, il faut quand même en parler pour étudier le projet, c'est ce qu'on a fait là. Mais du coup, faire bien attention à ne pas poser sur un sol trop humide et instable, même si on est sur une bonne qualité de sol de base. S'il est trop humide, ça crée quand même une instabilité. Et c'est là que du coup, derrière, on peut avoir des surprises, quoi. Merci, Monsieur Lorimier, pour votre témoignage, du coup. Avec plaisir. Donc, on passe à la prochaine question. Est-ce que si on mécanise le ramassage des crottins, est-ce qu'il est nécessaire de remettre du sable tous les ans ou tous les 2 ans?
Alors, tout dépend le type d'engin qu'on va avoir pour entretenir. Avec des balayeuses, il peut arriver, oui, qu'on ait du sable à remettre avec les balayeuses automatiques, parce que la balayeuse, vu qu'on va être sur un mouvement rotatif et qui peut descendre un peu dans la dalle, ça peut avoir tendance à vider la dalle. D'ailleurs, il faut faire attention à quel type de balayeuse, avec quel type de balayeuse vous voulez travailler, si c'est votre choix d'entretien. Après, avec tout ce qui est raclage mécanique, type rabot, pardon, ou raclage vraiment avec quelque chose de plus droit. Donc, ça va être vraiment repousser les crottins, en gros, vers une zone d'évacuation. Là, pas forcément, non, parce qu'on va vraiment être à fleur de dalle. Si la zone est plane et pas trop sollicitée. Je sais pas, Franck, toi, si tu as eu des retours là-dessus, mais pas forcément. Bon, en termes de retour, c'est vraiment, pour moi, ceux qui ont besoin d'en rajouter, c'est surtout avec des balayeuses et pas forcément un très bon réglage de la balayeuse. Ouais, c'est ça. Et c'est quand même assez important de bien la faire régler pour qu'elle gratte juste assez, mais pas trop non plus. On va dire que c'est vraiment le seul point qui peut être déterminant dans le fait de devoir recharger ou pas. Mm. En fait, il ne faut pas que la balayeuse descende dans les alvéoles de la dalle, quoi, parce que c'est quand même des choses qui ont assez de force, hein, forcément, pour nettoyer. Donc, il faut bien faire attention. Ça nous est déjà arrivé, hein, sur certains projets, du coup, que les dalles se retrouvent vidées sur 1 ou 2 centimètres. Et là, c'est un peu embêtant dans la gestion de la dalle et surtout la vie des chevaux au quotidien sur la dalle, quoi. Ok. Et sinon, on a aussi une question. Quel est l'impact des urines sur ce type de sol? Du coup, je sais plus si j'en ai parlé, mais on est sur des dalles du coup qui sont résistantes aux urines, hein. C'est des dalles qui sont résistantes aux UV, au gel et aux urines. Les urines s'infiltrent. Après, tout dépend sur quel type de projet. Toujours, si on est en extérieur, l'urine s'infiltre, ça, il n'y a aucun problème. Après, si on parle de dalles de stabilisation dans des abris, par exemple, là, c'est pareil, tout dépend de ce qu'on va poser, du remplissage de la dalle et de ce qu'il y a en dessous. Mais vu qu'on est sur une mise en place perméable, l'urine va s'infiltrer. Après, si on parle de la bonne vie des dalles, vu qu'on est sur du polyéthylène par rapport aux urines, ça, il n'y a aucun problème. Elles vont résister. Elles vont résister. Très bien. Et est-ce qu'on a du recul sur le développement des moisissures et mycotoxines sur le sable et dans l'air ambiant de ce type, donc plutôt dans les manèges, j'imagine? Donc, sur tout ce qui est sol couvert, alors là, comme ça, je voudrais pas vous dire de bêtises. Il n'y a pas eu d'études à proprement parler, il me semble. Après, je peux me le noter et voir avec notre bureau d'études et toute la partie technique éco-écurie, si on a des retours là-dessus. Mais là, comme ça, je voudrais pas dire de bêtises et aborder un sujet. Bien. Et on a une prochaine question qui demande s'il y a déjà des carrières stabilisées qui ont été réalisées avec des copeaux de bois. Alors, oui, il faudrait que je retrouve les références exactes et surtout avec la société avec laquelle on a travaillé pour ça. Mais oui, on a des carrières stabilisées en dalles EcoRaster, donc TE30, c'est des dalles de 3 cm qu'on met en fondation. Et avec du copeau par-dessus ou même haute matière organique, hein, qui peut exister. Ça a déjà été fait. Il faut juste faire attention à avoir une couche assez importante, entre guillemets, praticable au-dessus de la dalle. Parce que vu que le copeau se stabilise quand même moins que le sable, on est sur quelque chose qui reste quand même assez meuble, même avec des années d'utilisation. Il faut avoir quand même une bonne couche par-dessus, mais ça vaut pour tout type, hein, même un fond de forme classique, pour éviter justement que les chevaux, si vous faites du travail en liberté ou autre, viennent chercher le fond de forme ou la dalle. Ok. Très bien. Quelqu'un qui demande quelles sont les préconisations de portance à respecter en MPA, par exemple. Donc, tu veux faire un petit retour? Alors, sur les préconisations de portance en MPA, moi, je ne les saurais pas. Par contre,
Après, en termes de portance, ça va vraiment dépendre de la qualité du sol du sol naturel qu'on a en dessous. C'est sûr que si on a de l'argile, il va falloir mettre par exemple, des fondations beaucoup plus importantes que si on a un sol qui est déjà un minimum rocheux ou qui se tient. Après, je te laisserai compléter, Victoria, au niveau de ta Ça, en fait, je pense. c'est ça, c'est vraiment tout dépend de l'étude du projet en amont. Il n'y a pas de, vraiment de règles en fait. Le but, c'est qu'on puisse s'adapter, mais c'est sûr que tout va dépendre. Pour faire vraiment bien sur les projets, il faut carrément une étude de sol avec un sondage. Mais là, comme ça, au niveau de la portance, tout va dépendre de ce qu'il y a en dessous. Donc, c'est l'étude de projet en fait qui va définir vraiment le pourquoi du comment. Et la même personne demande si on a des exemples d'écuries de sport avec des équidés sur ces dalles en hébergement en groupe pour visiter, par exemple. Oui, bien sûr. Ça, pareil, il faudrait que, à la limite, on n'a pas mis mon adresse email sur le PowerPoint, mais qu'on vous partage les coordonnées. Et moi, je pourrais vous envoyer. On a soit des écuries actives, ou alors soit des zones de vie stabilisées sur des écuries de sport à visiter sans problème. Sans problème. Ça, il faut juste nous demander les coordonnées, m'envoyer un mail ou me donner les coordonnées du coup de la personne qui a posé la question, et ça, je lui enverrai sans problème. Très bien. Alors, on a une autre question sur la pollution avec les plastiques. Je ne suis pas exactement sûre si on parle de la pollution plastique du sol, j'imagine. Ouais. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais on est sur des dalles qui sont recyclées et recyclables. Donc, zéro émission de nanoparticules dans le sol. On est sur du recyclage en grande partie de sacs plastiques. Et donc, on est sur un recyclage en polyéthylène basse densité. Donc, ça, c'est toute la partie technique de la façon dont sont faites les dalles, etc. Mais on est sur un produit recyclé, recyclable. Parfait. On a une suite de questions. Donc, la question sur les urines était pour l'arrosage par le sol. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Si les urines impactent donc l'arrosage par le sol, du coup, j'imagine que c'est ça. Sur les sols de travail, du coup, sur la subirrigation, pour le coup, non. De toute façon, on est toujours sur des produits qui sont résistants. On va dire la base du produit, on est sur un produit qui est résistant aux urines, toujours sur un produit perméable, donc on n'a pas de stagnation, quoi qu'il arrive, d'urine. Après, sur les couches de travail, c'est vrai qu'on est sur des couches qui sont quand même assez importantes, entre 10 et 12 cm de couches, donc et c'est plus rare que sur les zones de vie au quotidien que les chevaux urines, mais ça peut arriver. Pas d'impact particulier sur l'irrigation du coup en sous-sol. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut se dire que sur ces systèmes-là, donc sur le système de goutte à goutte dont je vous ai parlé, on est sur un système de micro-valves sur les sorties d'eau qui s'ouvrent en fait à la pression de l'eau, donc au moment de l'arrosage, et qui vont se refermer dès l'instant que le débit est plus faible. Donc pas de risque que le sable ou l'urine du coup viennent endommager la subirrigation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je regarde s'il y a une réponse par rapport à ça. Je pense que c'est bon, donc on continue. Quelle épaisseur de fondation est préconisée pour la mise en place des dalles éco-raster dans les paddocks pour stabiliser autour des abris et entrées de prairies avec passage de tracteur? Là, on va être soit sur une fondation minimale ou une fondation standard, donc une fondation sur une couche drainante ou deux couches drainantes, comme expliquait Franck tout à l'heure.
Tout va dépendre, en fait, là, pour le coup, de la stabilité du sol de base. Si on est sur un sol qui se tient, mais qui est juste en manque de drainage, on va pouvoir partir sur une fondation minimale. Donc, fondation minimale, on parle d'une couche entre 10 et 15 cm compacté de drainant. Donc, un gravier 4,6 ou une grave 0,31,5 par exemple. Et après, si on est vraiment sur un sol où, je sais pas, on descend à 30 cm sur de l'argile, quelque chose qui se tient pas, là, on va devoir travailler en 2 couches drainantes, donc une couche plus portante et une couche de réglage après drainante. Franck, si je dis des bêtises, tu me dis. Non, c'est tout bon, c'est ce que j'aurais préconisé aussi. Ça va vraiment dépendre de la nature du sol. Voilà, c'est vraiment en fonction de la nature du sol et du taux d'humidité présent dans le sol aussi au moment des travaux, quoi. Le mieux poser quand il fait sec. Si on a un retour d'expérience par rapport aux fondations, donc quelqu'un qui nous parle donc après 8 années avec des fondations drainantes, 2 couches sur géotextile, avec la nature des sols qui sont riches en argile, il y a eu une observation d'une modification de fond qui a bougé du fait des propriétés de l'argile en lien avec la sécheresse en fait, qu'il y a eu ces dernières années. D'accord. Je suis en train de chercher le message qui correspond du coup pour lire aussi, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de messages là du coup. Ah, si, ça. Moi, je peux plus ou moins répondre par rapport à ça. Nous, on a eu le cas aussi chez nous. On a des sols qui sont plutôt assez argileux et j'ai eu le cas sur des prairies ou même certaines zones stabilisées où on a vraiment eu un assèchement de la couche d'argile et l'argile, quand il sèche, a tendance à vraiment se rétracter. Ah oui. Ce qui fait qu'on a forcément une modification due à cette sécheresse des couches de fond, donc enfin du fond. Mais là, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est vraiment une histoire de nature et de sécheresse pour moi. De toute façon, il me semble que effectivement, le fait que le sol il soit très argileux, ça touche non seulement la stabilisation pour des dalles, pour des chevaux, mais ça touche aussi les habitations et les bâtiments de manière générale. Ouais. Donc, un point compliqué avec le manque d'eau. Donc, il y a une question tout à l'heure sur le type de sable utilisé pour les dalles. Donc, c'était pour Monsieur Lorimier la question, mais je ne sais pas si vous voulez peut-être répondre avec le type de sable. Enfin, on l'a vu peut-être déjà dans la présentation. J'ai répondu dans le forum. Oui, Monsieur Lorimier, du coup, j'ai vu, vous avez répondu. Après, pour les sables de remplissage, là, du coup, on est sur des sables stabilisants. Donc, c'est des sables type 0,2 ou 0,4. C'est une granulométrie qui permet en fait d'avoir une bonne stabilité tout en gardant du drainage, quoi, sable ou concassé drainant. Il ne faut pas que ce soit trop fin. Donc, tout ce qui est sable de sol de travail, donc les microsables 0,1, les extra siliceux ou autres pour des surfaces de détente, ça ne convient pas forcément. Et après, du coup, il ne faut pas passer sur des granulométries trop importantes au risque d'avoir un confort qui n'est pas là pour les pieds de vos chevaux, quoi. Ensuite, il y a quelqu'un qui nous dit, donc c'est une remarque par rapport à l'air qui est irrespirable en manège quand c'est arrosé par le sol et que c'est pas assez aéré, surtout quand les températures dépassent 25 degrés la nuit. Alors, moi, j'ai déjà eu le cas. J'ai déjà constaté ce cas-là sur des systèmes de sub-irrigation, mais entre guillemets bâchés, donc pas par dalle. Victoria, tu pourras me dire votre retour par rapport aux dalles. Mais vraiment sur des systèmes qui étaient 100% étanches, où effectivement le sol en dessous ne pouvait pas capter du tout d'eau, et ça faisait vraiment en gros comme une piscine qui aurait tourné. Donc, il y a vraiment aucun renouvellement d'eau dans le sable qui était mis en place. Et du coup, on a eu, j'ai déjà vu ce genre de cas, mais vraiment sur des trucs étanches. Donc, je sais pas sur les dalles. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est ce que j'expliquais sur le PowerPoint tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai pas développé plus que ça, parce que déjà que je parlais beaucoup.
Sur la subirrigation, en fait, il y a deux types de mise en place. Donc, soit sur sol imperméable, donc des systèmes imperméables bâchés. Donc, bâchés en sous-sol pour créer de la rétention d'eau en sous-sol en plus, en plus de l'irrigation. Soit après des systèmes perméables, donc toujours par le biais, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, de dalles de stabilisation, où là, on est sur un système qui infiltre quand même l'excédent d'eau. Donc oui, en effet, sur un système bâché imperméable, on peut avoir cet effet. Je n'ai pas eu de retour, moi, pour le coup, vu qu'on ne travaille pas avec ce genre de système, mais on peut avoir cet effet un peu plus d'étuve, peut-être, étant donné que l'eau reste stagnante en sous-sol. On n'a pas encore eu de retour, du coup, sur les systèmes hydrograndes là-dessus. Après, aussi, tout dépend peut-être de la structure du manège, hein. Il y a ça aussi à prendre en compte. Oui, le type d'aération, j'imagine aussi. Ben ouais, c'est ça. C'est complètement fermé ou pas. Très bien. Ensuite, on a une question par rapport à un retour d'une podologue sur les dalles écorastères. Elles useraient les sabots et compliqueraient la gestion des aplombs. Et si oui, comment éviter cet impact sur la locomotion notamment? Alors, elles ont pour but normalement de garder une usure sur les chevaux pieds nus du sabot naturel par rapport à un sol classique. Après, chaque cheval, on va dire, et du coup chaque nature de sabot réagit différemment en fonction de tout type de sol en général, hein. Au niveau du bon en fait, vieillissement des sabots, de la bonne vie des pieds des chevaux, ça va être aussi le remplissage aussi, qui va jouer au-delà de la dalle. Ça va être justement, comme on l'a cité avant, de choisir un bon remplissage, pas trop agressif et pas trop abrasif pour les pieds. Et généralement, des pieds qui s'usent trop vite sur les dalles, c'est pas forcément lié à la dalle, c'est plutôt lié au remplissage, quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis après, il ne faut surtout pas hésiter à nous envoyer, si jamais vous avez des doutes ou quoi que ce soit, des photos, pour qu'on vous accompagne aussi et qu'on essaye de répondre aux questions par rapport à des dalles qui sont déjà posées, quoi. La question suivante est au sujet donc, du coût d'un projet de stabilisation clé en main au mètre carré. Je ne sais pas si ça existe une fourchette de prix, même si ça dépend bien évidemment du sol et de l'étude, du lieu et de l'ensemble de ces points. Mais voilà, donc une fourchette du coût à peu près. Ouais. Si ça peut, ça va être une fourchette un peu large entre guillemets parce que ça dépend des projets, ça dépend de la couche de fondation qu'on va avoir besoin de mettre ou peut-être pas. Ça peut vraiment varier, mais sur des projets clés en main avec mise en œuvre sur des sols de détente, je parle des paddocks, hein, je parle pas de sols de travail, carrière ou autre. On peut avoisiner. Malheureusement, avec l'inflation qu'on vit maintenant, on sera plus entre 40 et 50 euros hors taxe le mètre carré fourni posé. Après, tout va dépendre s'il y a de la clôture ou pas. Ça peut être plus cher s'il y a de la clôture. Tout va dépendre s'il y a des aménagements supplémentaires. En fait, si on parle vraiment que stabilisation de sol, on sera sur ce type de fourchette-là. Après, tout dépend de l'aménagement et de ce que vous allez vouloir y ajouter. Franck, je ne sais pas si toi, c'est... Juste que ça dépend vraiment des terrassements, quoi. C'est toujours pareil. Ce qui va faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre, ça va être vraiment la partie terrassement, parce que c'est des étapes qui sont assez coûteuses. Après, ouais, la fourchette, je suis dans cette fourchette-là aussi, en termes, si on a des terrassements standards, sans qu'il y ait trop de complexité, à la chose, c'est pareil, si on n'a pas d'accès, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Mais la fourchette est plutôt bonne pour un chantier d'accès facile avec des terrassements modérés. On va dire lambda, quoi. Après, il n'y a pas vraiment de normalité, on va dire, mais c'est ça, il y a plein de choses qui vont entrer en compte au niveau du terrassement, s'il y a de la forte pente, s'il y a du déblai remblai, au niveau des accès, si on doit changer, si on ne peut pas accéder en semi-remorque, si on doit passer sur de la messagerie pour la livraison des matériaux, etc. Enfin voilà, c'est pour vous donner une idée, mais
il vaut mieux que vous ayez un devis, quoi qu'il arrive, pour avoir quelque chose de concret sous les yeux, quoi. Ensuite, on nous demande comment gérer la stabilisation des sols en pente. Alors, tout dépend, j'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais tout dépend de la nature du projet. C'est toujours pareil, tout dépend de la sollicitation qu'il va y avoir sur le sol stabilisé au final. Il faut savoir qu'avec la dalle EcoRaster, on peut stabiliser des projets jusqu'à 8% de pente à peu près. Donc, c'est quand même, on commence déjà à avoir des belles pentes. Pareil, c'est toujours une fondation adaptée en fonction de la nature du sol. Il faut savoir que du coup, on peut gérer de la stabilisation en pente avec les dalles parce qu'elles ont un système d'attache qui est breveté et sécurisé. Et qui du coup améliore la répartition des charges et empêche les dalles de se désolidariser. Mais si par contre le projet, on est sur une pente vraiment un peu trop accentuée, là ça peut être un peu plus compliqué, il faut qu'on se déplace sur place et c'est une étude toujours à avoir en amont. Après sinon hors dalle, bah là les stabilisations, Franck, je sais pas si toi t'en as fait, mais sur la pente. J'ai fait un chantier il y a peu de temps, il y a à peu près 15 jours de ça. On était sur une forte pente. Alors, je ne sais plus le pourcentage exact. Et c'est vrai qu'en termes de tenue, c'est sympa, c'est impressionnant. Et c'est vraiment antidérapant. Enfin, moi, le retour du client, c'est qu'il avait peur que les chevaux glissent dessus. Et sachant que c'est un client qui fait de l'élevage, qui a des juments et des poulains. Et pour le moment, le retour qu'on a dessus, il en est très content dans le sens où il y a vraiment, ça glisse pas. Après, c'est sûr que sur les projets en pente, c'est là où il faut faire attention au remplissage aussi, si on pose de la dalle, parce qu'une dalle trop à fleur et pas assez remplie peut devenir glissante sur de la pente, ça c'est sûr. Donc soit on fait un remplissage minéral en gros sable, ou sinon après on a des systèmes aussi de stabilisation, donc toujours par le biais de dalles. Où on a du remplissage en pavé béton autobloquant. Donc c'est le système Blox, il s'appelle, où là c'est une dalle de stabilisation qu'on vient remplir de pavés, et là pour le coup on est sûr d'avoir quelque chose de très stable, on va dire, et on n'a pas de risque de perte de matière. Ça s'adapte en fonction du projet, mais il y a des solutions. Donc, ça a répondu d'ailleurs à la question d'après. Donc, quelle pente max à respecter? Vous l'avez dit, c'est jusqu'à 8%. On préconise jusqu'à 8%. Après, le truc, c'est que au-delà de ça, dans tous les cas, il faut qu'on vienne sur place et qu'on voit ce qui est réalisable ou non. C'est-à-dire qu'on ne répondra pas à une demande où si vous nous dites de vous-même, voilà, j'ai une pente jusqu'à 15%, par exemple, là, je vois sur les messages. Là, il faut qu'on vienne en fait sur place et qu'on voit et que du coup, on vous accompagne sur le projet parce que on ne va pas vous envoyer et vous préconiser un produit à poser si jamais ça ne peut pas le faire, quoi. Et donc là, après, on avait un retour d'expérience qui dit que avec des chevaux pieds nus sur des paddocks stabilisés depuis 3 ans, peu importe la saison, les pieds sont toujours très bien. Super. Avec des écorasters. Un parage toutes les 3-4 semaines. Une forte pente, 15%. Donc ça, Moi, c'est le message que j'ai vu, quoi. c'est ça. Quelqu'un qui me demande des marques à citer pour les rabots à mettre sur télescopique. Je ne sais pas si c'est pour nous ou si c'est pour... Alors là, j'en ai pas en tête, mais oui, on a des fournisseurs ou des marques que vous pouvez contacter en direct. Ça, pareil, il faudrait que je note les coordonnées et à la limite, je pourrais revenir vers la personne. Mais Franck, je ne sais pas si toi, tu en as. De tête, j'ai rien non plus. J'ai pas grand-chose non plus en conseil pour les rabots. Je te laisserai plutôt communiquer ce que vous avez, vous. Ouais, je me permets juste de reprendre parce que j'ai vu un message passer du coup sur la forte pente de 15 à 15%. Il y a une création de marche en fait qui a été faite. Du coup, je suppose que c'est pour casser la pente justement. Et oui, ça peut être une bonne solution.
sur les fortes pentes de créer des aménagements. Donc, du coup, ça fait un petit peu plus de travail d'aménagement, mais ça peut être une solution pour casser cette pente et avoir des zones stabilisées malgré tout. Ouais. Pardon, du coup, c'était une aparté. Et il y a une question encore. Donc, quelle est la moyenne de surface en mètres carrés par cheval en général pour un paddock sable type écurie active? Sur les zones du coup actives, on va dire pour la vie des chevaux quotidienne, donc écurie active ou paddock paradise, on va préconiser des zones d'environ 130 mètres carrés par cheval stabilisé. Après, on ne parle pas de l'ensemble de la surface accessible, mais si on parle vraiment que du stabilisé, on va être sur une moyenne de 130 mètres carrés par cheval. Donc, en localisé, j'imagine, pour les espaces où il y a les râteliers ou C'est ça. Ouais, c'est ça. Les zones de vie en fait quotidiennes, quoi, ou si vous voulez vraiment que vos chevaux, par exemple, l'hiver restent sur uniquement la partie active, donc soit écurie active si on a des automates, ou alors les zones voilà, de vie, d'alimentation, point d'eau, abri, dortoir, etc. On va être sur à peu près 130 mètres carrés par cheval. Ouais. En sachant oui, que pour le bien-être du cheval, de base, il faut un minimum d'espace pour qu'il puisse se déplacer, que les contacts sociaux, ils soient pas, que les chevaux ne soient pas poussés dans une dynamique de comportement antagoniste fort, notamment dans les zones d'affouragement et donc actives pour les écuries actives, quoi. Très bien, je crois qu'on est arrivé à la fin des questions. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question à poser, c'est le moment. Sinon, on a fait le tour. Donc, voilà. Donc, du coup, si plus personne n'a de questions ni de remarques, on vous remercie tous pour votre écoute et votre participation. C'était très intéressant. Oui, merci beaucoup. Voilà. Merci à tout le monde. Et donc, le replay de l'intégralité du webinaire sera disponible prochainement par le biais de EQRS. Et j'imagine on vous le passera aussi pour Éco-Écurie et BMD Horse si vous voulez le diffuser également. Je me permets juste, vu qu'il y avait des petites questions ou des demandes spécifiques sur, par exemple, des réalisations autres, je vous mets dans le chat là mon adresse email si vous voulez du coup la noter, et comme ça, si jamais il y a des choses auxquelles j'ai pas pu répondre, comme par exemple des adresses de réalisation ou autres, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et je vous fais un retour. Voilà. Parfait. Je laisse le temps à tout le monde de noter ça. Super. Et merci en tout cas, Lucille, pour l'organisation du webinaire. Merci à vous d'avoir animé ce webinaire. Et, on verra. Merci à toi, Victoria, et puis Lucie ou DQRS pour l'invitation à participer au webinaire. C'était très intéressant. Avec plaisir. Avec plaisir. Très bien. Merci à tous. Très bonne soirée. Bonne soirée à tous et merci d'avoir été là.